Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 27 mars 2024. Il est 17h à la pendule du studio. Bienvenue à vous. C'est Lucie, je vous accompagne dans ce Magal West pendant 1 heure. Aujourd'hui, on va retourner sur les routes de notre chronique cinéma et séries avec les sorties pour cette semaine. Et puis j'ai des bonnes nouvelles pour celles et ceux qui attendent la suite de la série Prime, L'été où je suis devenue jolie. Une saison 3 est en cours et j'ai quelques informations à vous donner. On fera ça en deuxième partie d'émission. Avant, on va retrouver Camille pour nous présenter dans un reportage le livre Condamné à vivre de Nicolas Silanka. On retrouvera aussi la musique avec le nouvel album de USA Nails qui s'appelle Feel Worse. On fera bien sûr le tour de notre météo et des informations locales aujourd'hui. Bienvenue à vous, on commence tout de suite avec la météo. Aujourd'hui, le soleil se couche à 19h24, plus 4 minutes de soleil. Cet après-midi au Havre est actuellement pluvieuse. La température est de 8. Le ressenti est de 4. Le vent devrait atteindre en moyenne les 41 km/h tournés vers le sud. En soirée, de nombreuses éclaircies vont parsemer le ciel. La température va retomber à 9 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 29 km/h. Orientation du vent sud-sud-est. Demain, nous serons jeudi. Le soleil se lèvera à 6h44 et se couchera à 19h26. On va donc gagner 3 minutes de soleil. Demain matin au Havre, ce sera un beau soleil sans nuages qui nous attend. La température sera de 5 degrés. Le ressenti, lui, sera très frais, moins 1 degré. La force du vent va osciller aux alentours des 36 km/h, direction sud-sud-ouest. Demain, l'humidité relative de l'air sera de 83%. Demain après-midi au Havre, à Montivilliers et à Gonfreville-Lorcher, le soleil sera légèrement dominant. La température sera de 10 degrés et le ressenti un peu plus chaud, 5 degrés sur le thermomètre. Le vent devrait atteindre en moyenne les 46 km/h, direction sud-sud-ouest. Et enfin, demain en soirée, c'est le retour de la pluie. La température sera comprise entre 10 et 12 degrés. Le ressenti, lui, sera de 6 et le vent devrait atteindre en moyenne les 42 km/h, direction sud-sud-ouest. Et on retrouve tout de suite Yamina pour les informations locales. Bonjour à tous, voici les actualités de ce mercredi 27 mars. Au Havre et dans sa région, les centres commerciaux connaissent des faillites chez les entreprises textiles. En effet, cela est dû depuis l'explosion de la fast fashion et celle des géants. Elles ont donc peu à peu disparu du paysage. Résultat, les galeries commerciales havraises se vident des boutiques autrefois prisées. Le défi pour ces dirigeants est de trouver de nouvelles enseignes pérennes aptes à plaire à la nouvelle clientèle. L'arrivée de restaurations telles que au centre Océane qui va accueillir en septembre une crêperie ou à la fin de l'année, le fast-food Géladal. Côté culture, Coty ouvrira à la fin de l'été une salle de jeux d'arcade par Family Games. À Grand Cap, une bibliothèque municipale arrive en 2025 et côté santé, la pharmacie du Grand Cap s'agrandit tout comme celle du centre Océane. Le congrès annuel de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale se déroule du 27 au 29 mars 2024 au Carré des Docks du Havre, avec pour thème les maires et leurs CCAS face aux crises. Une enquête de l'IFOP révèle que la priorité est donnée à l'accompagnement des plus fragiles en cas de crise, qui renvoie à 66%, et à la réduction des inégalités, qui renvoie à 54%. Le logement devient une préoccupation majeure avec 72%, soit une hausse significative de 8 points depuis 2023. Christophe Bouillon, maire de Barentin et président des Petites Villes de France, interviendra le jeudi 28 mars 2024 pour souligner l'importance de ces structures dans le contexte actuel. Le premier parc éolien en mer de Normandie, au large de Fécamp, entre dans sa phase d'exploitation en mai 2024, après 3 ans de construction, et ce pour 25 ans. Doté de 71 éoliennes, il pourra alimenter l'équivalent de 770 000 personnes en électricité. Le projet mobilise plus de 2000 personnes et maintient une centaine d'emplois à Fécamp pour la durée de vie du parc. Des suivis environnementaux continueront pour étudier l'impact sur le milieu marin. La réouverture de la zone de navigation est prévue lors du démarrage de l'exploitation, sur décision de la préfecture maritime.
Le gouvernement chilien lance une invitation aux entreprises internationales qui souhaiteraient travailler avec ce pays d'Amérique du Sud. Infrastructures publiques ou technologiques, production et stockage d'énergie renouvelable, industrie du lithium, le forum Invest Chile se tiendra du 15 au 17 mai 2024 à Santiago au Chili, où une vingtaine de sociétés françaises sont attendues, dont des entreprises normandes. Le Chili développe l'industrie verte et prévoit des opportunités de collaboration, notamment avec le Havre et la plateforme logistique du port. Les manifestations d'intérêt sont attendues avant la fin d'avril afin d'organiser le voyage. Les dessous du féminin, une journée qui n'a pas froid aux yeux, arrive ce samedi à la médiathèque de Gonfreville-Lorcher dédiée à la femme. Plusieurs ateliers sont proposés, tels qu'un atelier de relaxation, un atelier qui se nomme Dialoguer avec son corps, une exposition Les règles de jeu, une table ronde sur la place des femmes dans la société et bien d'autres. Quant aux adolescents, ils ne seront pas en reste puisque un espace cocooning leur seront réservés pour parler sans tabou des questions liées à la puberté. Merci Yamina. Tout de suite, je vous propose 3 événements culturels à ne pas rater au Havre. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Et on commence tout de suite au Havre aujourd'hui avec Extra Life. C'est une danse et performance. La fête est finie et tout au bout de la nuit, un homme et une femme se parlent pour la première fois depuis bien longtemps. Frères et sœurs devenus adultes, ils partagent un drame vieux de 20 ans, rupture du lien fusionnel qui les maintenait debout malgré la violence de leur enfance. Ce théâtre, c'est donc ce soir, mais aussi demain à 20h, c'est au Volcan. Le tarif est compris entre 5 et 25 €. Vous pouvez réserver au 02 35 19 10 20. Du théâtre aussi demain avec Mademoiselle Agnès. Agnès, autrice d'un premier roman à succès dans sa jeunesse et aujourd'hui critique, autant respectée que redoutée des milieux artistiques. Avec l'assurance des gens puissants, elle attire auprès d'elle admirateurs et amis artistes. Vous pouvez la retrouver au théâtre de l'Hôtel de Ville demain à partir de 20h. Le tarif est compris entre 7 et 10 €. Pour réserver, vous appelez le 02 35 19 45 74. Et enfin, je vous propose une conférence débat avec les Havrais et les colonies de l'Atlantique et de l'océan Indien. Une expérience réunionnaise de Pierre-Philippe Urbain qui comprend donc le début du 19e siècle. Une conférence animée par Éric Saunier, maître de conférence en histoire moderne à l'Université du Havre. Vous retrouvez cette conférence ce soir à 18h30 à l'EM Normandie, 20 quai Frissard. Le tarif est de 10 € mais c'est gratuit pour les étudiants. Pour tout renseignement, vous pouvez les contacter par mail à citéculturelh@gmail.com. Il est 17h08 à l'écoute du Magal Ouest. Merci de votre fidélité. Tout de suite, on retrouve la musique, comme toujours, en compagnie de la Ferrarock. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir USA Nails et c'est donc un nouvel album qui s'appelle Feel Worse. Il est sorti au début du mois. Je vous propose de découvrir 2 titres inédits, Network Opportunity et Cathartic Entertainment. On les découvre tout de suite et surtout, on découvre qui est USA Nails. Juste après, c'est notre chronique cinéma et séries et on va parler des sorties cinéma sur le grand écran et puis les nouveautés sur les plateformes de streaming. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le nouvel album Feel Worse de USA Nails est sorti le 22 mars 2024 chez One Little Independent. Quatuor noise rock londonien USA Nails s'est forgé une réputation considérable depuis leur formation en 2013, comprenant des membres de Kung, Future of the Left, Blacklisters, Death Pedals et Silent Front. Feel Worse, c'est le nouvel album, explore le plaisir dérivé du malheur d'une autre personne. Avec cela, ils utilisent de nouveaux matériaux pour attaquer l'austérité et l'autoritarisme britannique, la culture des consommations, en particulier la consommation de la télé-réalité à solution rapide et les programmes hyper capitalistes, la culture de la jeunesse et l'intimidation et plus encore. Ils le font avec leur marque intense et incomparable de post-hardcore abrasif et chaotique. Il y a une énergie qui est brute et intransigeante. USA Nails, Feel Worse est leur album le plus puissant et le plus vital à ce jour.
Leurs tracks sont critiques et implacables, véhiculant leur message au milieu d'un assaut auditif de distorsion écrasante qui ajoute un poids palpable à la matière. Phil Worth représente la colère comme une grande motivation. Il y a une purge dans la fureur de sa livraison. US Nails a réprimandé la culture de la rhétorique politique de division, toxique, et les travailleurs étant tournés les uns contre les autres comme une tactique de distraction.
Au fil des années, par nécessité plus que tout, USA Nails a perfectionné leurs compétences hors scène ainsi que sur scène. Comme de nombreux musiciens de métier, ils ont appris le design, la vidéographie, la sérigraphie et plus encore pour réduire les coûts tout en promouvant leur sortie DIY. Tout cela et bien d'autres encore font autant partie du processus créatif que de la musique. USA Nails sort Feel Worse chez One Little Independent. L'album rock est déjà disponible un peu partout. Rendez-vous sur ferrarock.org, le site de la Ferrarock, pour découvrir toutes les informations sur l'artiste. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. C'était le nouvel album de USA Nails qui s'appelle Feel Worse, en découverte, partenariat avec la Ferrarock. On est toujours ensemble pour ce Mag à l'Ouest. Tout de suite, on retrouve Camille pour un reportage. Elle a rencontré l'auteur havrais Nicolas Silanka pour son roman Condamné à vivre. Je vous retrouve juste après pour un peu de musique et pour notre chronique cinéma et séries. Au Havre, on découvre chaque année de nouveaux et nouvelles auteurs s'imprégnant de la poésie de la mer pour inventer des histoires. Et parmi eux, j'ai reçu dans le studio Nicolas Bré, ou de son nom d'auteur Nicolas Silonka, venu présenter son premier roman Condamné à vivre, publié aux éditions l'Ulysse Bleu. Je suis un auteur de la région havraise, j'habite à Montivilliers, je viens de sortir mon premier roman qui s'intitule Condamné à vivre aux éditions l'Ulysse Bleu sous le pseudonyme de Nicolas Silonka. C'est quoi l'histoire du roman ? C'est un récit fictif d'un homme qui est contraint de quitter sa maison pour aller vivre en maison de retraite. Donc on explore les défis émotionnels et les bouleversements qui peuvent être rencontrés par ces personnes-là quand elles vivent ce genre de choses. Lui, dans un premier temps, ce qu'il espère, c'est pouvoir vivre chez l'un de ses enfants, qui évidemment refuse. Ses 3 enfants essayent de se refiler entre guillemets la patate chaude pour éviter d'accueillir ce monsieur chez eux. Et il finit donc par se résoudre malheureusement à son sort entre guillemets. Et l'élément déclencheur du roman, c'est l'arrivée d'un nouvel animateur dans la résidence qui s'appelle Didier Viperin, qui n'hésite pas à brusquer psychologiquement l'ensemble des résidents en étant très borderline avec des propos parfois très violents envers eux. Et voilà, donc ça va durer dans un premier temps, ils vont vivre comme ça dans la peur entre guillemets, et ils vont finir un jour par se dire voilà, là ça a été trop loin, il y a eu un élément en trop, et ils vont essayer de se lier pour que ce monsieur soit remercié comme il se doit par son employeur. C'est quoi un peu la genèse de ce roman ? Comment ça t'est venu l'histoire ? Est-ce que c'est venu d'un coup ou c'est plus d'expérience personnelle ? Alors bon, j'ai ma grand-mère qui a vécu dans une maison de retraite qui aujourd'hui en EHPAD. Heureusement, elle n'a pas connu ce genre de choses. C'est vrai qu'on entend pas mal de scandales à la télévision, et je travaille à côté d'un EHPAD où voilà, des fois on peut voir des choses pas forcément top. Voilà, l'idée m'est venue un jour comme ça en voyant l'EHPAD, en me disant s'il y avait quelqu'un qui arrivait là-dedans et qui mettait un brin dans tout ça, comment ça se passerait ? Je me disais que ça pouvait être un bon sujet à explorer parce que, comme on disait en off, c'est un sujet qui est beaucoup développé, que ce soit en littérature ou même au cinéma ou autre, le sujet des personnes âgées, des maisons de retraite. Donc je trouvais ça intéressant comme thème, et puis me dire que sous cet angle-là, ça pouvait donner aussi une histoire divertissante aux gens, tout en leur apprenant aussi ce qui est malheureusement le quotidien de ces gens-là. Le titre est quand même Condamné à vivre. Je trouve que c'est assez fort. Le titre, tu l'as trouvé au fil de l'histoire ou tu l'avais déjà avant de commencer ? Il est venu après ? Il est venu au fur et à mesure de l'histoire, et je me suis dit que c'est finalement ce que malheureusement ressentent beaucoup de personnes âgées. Voilà, je l'ai déjà entendu de la bouche de certains me dire aujourd'hui on attend la mort. Enfin voilà, c'est des fois on entend des choses très dures comme ça, très violentes à entendre, mais je pense que c'est un titre qui résume le sentiment des personnes âgées, surtout s'ils doivent rencontrer des difficultés comme c'est le cas dans l'ouvrage. Je pense qu'ils ont beaucoup de mal à faire face à ça et ils se sentent démunis. Et justement, donc t'en as parlé, on suit Jules Marmaille qui va traverser pas mal d'épreuves, d'angoisses. Est-ce que dans ces angoisses, il y a un peu de toi ou du coup c'est de ce que t'as pu voir aussi Il y a un petit peu de tout. Je vais être honnête avec toi, c'est vrai que quand t'écris, tu mets toujours un petit peu de ta personne. J'ai essayé de m'imaginer comment moi je vivrais la chose si j'arrivais à 78 ans et que je devais être confronté à ce genre de situation. Et puis il y a aussi forcément un petit peu de ce que j'ai pu voir dans des reportages, dans des documentaires ou même des fois sur des articles que tu peux lire sur internet. J'ai essayé de mélanger tout ça pour essayer de donner un personnage complet et plein de relief. Et
Et j'ai vu aussi, parce qu'on peut voir derrière dans la quatrième de couverture, que t'étais donc... Attends, le terme c'est quoi? C'est que t'étais influencé par des ouvrages historiques et sociologiques, c'est-à-dire pourquoi? Alors en fait, je suis quelqu'un de très curieux de nature, donc j'ai essayé de découvrir entre guillemets comment fonctionne le monde. Enfin voilà, c'est assez vaste, hein, mais j'ai lu pas mal d'ouvrages sociologiques pour comprendre un petit peu les mécanismes qui influencent notamment en France. On nous dit toujours qu'on est le pays le plus pessimiste au monde, qu'on a quand même un pays qui est magnifique, on a plein de raisons d'être heureux, donc comprendre un peu le pourquoi du comment, donc que ce soit avec des sociologues par exemple comme Jean Viard, que j'apprécie beaucoup, qui donne pas mal de chiffres pour illustrer ses propos, et aussi beaucoup de livres historiques. La période du Moyen-Âge, par exemple, m'intéresse énormément. Je trouve qu'elle est très complète et finalement moins archaïque que ce qu'on nous présente parfois à l'école. Et ça permet aussi de comprendre un petit peu le monde dans lequel on vit au quotidien. Donc c'est un peu une fascination aussi, comprendre. Ouais. J'ai vraiment toujours été curieux sur absolument tout. Une vraie commère au quotidien et sur des choses un peu plus intellectuelles, on va dire. Et aussi même le fait d'être auteur, c'est aussi venu d'abord d'une envie de compréhension de l'autre ou de... Le premier livre que j'avais essayé d'écrire qui a jamais été publié, hein, pour être honnête, c'est un livre justement comme ça de sociologie où j'essayais de comprendre ce qui alimentait la France, en partant du fameux constat, voilà, on est le pays le plus pessimiste au monde. J'avais lu que nos 18-25 ans étaient ceux qui consommaient le plus de cannabis en Europe. On est aussi les plus gros consommateurs de vin. Alors je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, j'ai pas vérifié les chiffres, mais je me disais, enfin voilà, c'est quand même c'est assez compliqué, alors qu'on a un pays qui est magnifique. Qu'est-ce qui explique les tensions au sein du pays, etc. J'essayais vraiment d'explorer la chose. Et en fait, c'est comme ça que je me suis lancé dans l'écriture. Et plus tard, l'idée d'un roman m'est venue. Je me suis dit que ça pouvait être aussi une autre façon d'écrire qui était intéressante, puis une vraie expérience aussi à apprendre. C'est ton premier roman, c'est ça? C'est le tout premier, ouais. C'est difficile? C'est très difficile, c'est assez long. J'ai commencé à l'écrire fin 2018 à peu près. Donc évidemment, j'ai pas tout fait en un trait. Tu sais, il y a des fois où tu mets ça un peu de côté, tu dis de toute façon, ça sert à rien, j'irai jamais au bout, ce ne sera jamais publié. Et finalement, j'avais fait une première version que j'avais envoyée aux maisons d'édition en 2020, juste avant le Covid, en février 2020. Donc ça a été refusé partout. Alors peut-être que c'était pas assez complet, peut-être pas encore assez travaillé, ou tout simplement c'était pas la période pour les éditeurs de se lancer là-dessus. J'ai recommencé en avril 2023, je dirais. Je voulais le terminer avant les 1 an de mon fils, en me disant voilà, comme ça je me mets vraiment une deadline, et puis essayer de me dire tiens, si c'est publié, j'aurai des choses à lui raconter quand il sera plus grand. Ça m'a motivé, j'ai fini ça mi-juillet, quelques jours avant ses 1 an, et on a eu des retours de maisons d'édition mi-septembre à peu près. Voilà, il y a eu 3 maisons d'édition qui m'ont fait une offre. J'ai évidemment le Lys Bleu, il y a eu les éditions Maya et les éditions Spinel, et donc voilà, j'ai fait un choix en me portant sur le Lys Bleu. Et d'ailleurs, je regarde la couverture. Est-ce que c'est toi qui as fait la couverture ou t'as fait appel à quelqu'un? C'est ma femme qui a fait la couverture. C'est très bien. Ok, et alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Je vois qu'il y a différentes étapes de peut-être ce qui va se passer dans le livre. Il y a un petit cœur, une famille, une grande main qui tient une petite main, puis la maison de retraite, c'est l'histoire de la vie. Ouais, c'est ça en fait. Elle m'avait proposé plusieurs versions pour la couverture, et moi j'aimais bien celle-là où effectivement elle avait mis une frise avec les différentes étapes de la vie, et on voit une personne âgée qui finalement a sa main et la tête vers ce qui ressemble à une prison, ce qui est parfois l'image que donnent certaines personnes âgées elles-mêmes de leur maison de retraite. Et je trouvais que voilà, cette image-là était assez représentative de ce qui est l'esprit, en tout cas dans une première partie du livre. J'ai vu aussi sur la 4e de couverture qu'il y avait marqué que tu te voyais comme un témoin de ton époque. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très mystérieux. Ouais, ça fait un petit peu pompeux dit comme ça, mais en fait voilà, c'est quelque chose qui moi m'a marqué quand j'ai étudié les auteurs, notamment à l'école ou même un peu après. Souvent les grands auteurs, alors, j'ai pas la prétention de me comparer à eux forcément, en général on comprend leur époque dans laquelle ils vivaient à travers leurs livres. On voit la condition ouvrière de l'époque, enfin on comprend beaucoup de choses à travers leurs romans, et je me suis dit voilà, peut-être que si par chance quelqu'un lit ce livre dans 100 ans, dans 150 ans, qu'il puisse comprendre ce qu'est la vie dans les années 2020 dans notre pays. Est-ce que tu aurais d'autres choses à préciser sur l'histoire, sans spoiler? Non, je pense que c'est un livre qui peut vraiment parler à tout le monde. Les premiers retours que j'ai eu dessus sont
vraiment très bons. Il est assez facile à lire. Voilà, il y a pas de grandes figures de style avec des mots impossibles à comprendre. Les chapitres sont assez courts. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie en tant que lecteur parce que on n'a pas forcément le temps des fois de lire. Je suis partie de ces gens qui lisent le soir, qui se disent des fois 3-4 pages si je peux, mais j'aime pas m'arrêter en plein milieu d'un chapitre. Là au moins voilà, c'est assez facile à lire. Je pense que ça peut vraiment parler à tout le monde parce que c'est un sujet qui nous concerne tous. On a tous une grand-mère, une tante qui vit ou qui est proche de vivre en maison de retraite, et puis peut-être qu'on y sera tous aussi un jour. Donc voilà, c'est quelque chose qui parle à tout le monde, qui est peu exploité dans l'art moderne. Si vous cherchez un livre à lire, je vous recommande chaleureusement celui-là. Et où est-ce qu'on peut le retrouver ? Alors déjà partout sur internet, il est sur le site d'Amazon, de la Fnac, de Cultura, mon éditeur aussi le Lys Bleu. Tous les libraires peuvent le commander parce qu'il est sur le réseau d'Illicom qui est en gros géré, qui est exploité par tous les libraires. Donc en soi, il peut être vraiment à retrouver partout. Et moi, je sais pas quand le podcast sortira, mais je serai ce samedi, le 2 mars, chez Cultura Montivilliers. Donc vous pourrez me retrouver si vous avez des questions à me poser ou juste l'envie de discuter de cet ouvrage avec moi. Et je serai présent pour vendre cet ouvrage. Ok, super. Merci beaucoup. Et puis à samedi alors. Merci à toi. À samedi. Merci à Nicolas Silonka d'être venu présenter son tout premier roman, Condamné à vivre, qui est d'ailleurs disponible partout sur Internet. N'hésitez pas à le soutenir sur ses réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, et si vous écoutez cette pastille avant le samedi 2 mars, il sera en séance dédicace et rencontre au Cultura de Montivilliers. Vous pouvez également retrouver la pastille sur west-track.com. C'était Camille pour West Track Radio. Merci Camille, le roman Condamné à vivre est disponible un peu partout. N'hésitez pas à aller faire les curieux et les curieuses pour découvrir cet auteur havrais. Il s'appelle Nicolas Silonka. Dans un instant, on va retrouver les sorties pour les films, notamment le nouveau Kung Fu Panda, très attendu des fans, le 4e film. Et puis on va parler aussi des nouveautés sur les plateformes de streaming. J'ai une bonne nouvelle pour celles et ceux qui ont aimé la série sur Prime, L'été où je suis devenue jolie. Une saison 3 arrive, elle est en cours de tournage. On en parle dans un instant, juste le temps d'écouter un petit titre que je vous ai choisi. C'est Barry Steele, le titre s'appelle Modus Operandi. Je vous propose de l'écouter parce que c'est une nouveauté sur West Track et on se retrouve juste après. Stuck a mile away
Magal West, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur Westrack. Il est 17h31, vous êtes à l'écoute du Magal West en compagnie de Lucie. Le titre que vous venez d'entendre, c'est Barry Steele et le titre Modus Operandi. On retrouve tout de suite notre chronique cinéma et série. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Mon Dieu! Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui c'est pareil, c'est juste. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. Le tournage de la saison 3 de L'été où je suis devenue jolie devrait bientôt commencer pour Prime Video. Les fans ont hâte de retrouver le triangle amoureux constitué de Belly, Conrad et Jeremiah. Alors que la saison 2 a été diffusée à l'été 2023, les fans peuvent déjà se réjouir d'une chose, leur série préférée reviendra pour une 3e saison. La suite de L'été où je suis devenue jolie a été commandée avant le début de la grève des scénaristes et des acteurs qui a touché Hollywood l'an dernier. Bonne nouvelle, donc le tournage devrait commencer au début de cette année 2024 et d'après le TikTok officiel de Prime Video, il a déjà commencé d'ailleurs. Rappelez-vous donc de cette série qui suit les aventures de Belly, jeune fille qui passe chaque année ses vacances à la plage de Cousins avec ses amis d'enfance Conrad et Jeremiah, deux frères qui se battent pour gagner son cœur. Pour ce qui est la date de sortie, on aurait tendance à dire l'été 2024 pour coller à la saison de la série et surtout au fait qu'elle est sortie depuis 2 ans chaque été, mais on n'est pas sûr que les nouveaux épisodes soient prêts à temps. Le tournage avait été retardé par la grève des acteurs et des scénaristes et n'a donc débuté qu'au début de cette année. La 3e salve sera composée cette fois-ci de 10 épisodes contre 8 pour la saison 2 et 7 pour la première. L'acteur Christopher Briney, qui incarne Conrad, a d'ailleurs indiqué qu'il avait hâte de se remettre au travail. On peut donc imaginer que les prochains épisodes seront basés sur l'ultime ouvrage de l'écrivaine Jenny Han, L'été devant nous, puisque L'été où je suis devenue jolie, c'est une saga de livres, 3 livres sont sortis. La saga a été sortie en 2010 et a donc inspiré la série Prime Video. Attention spoiler pour ce qu'on peut attendre pour cette 3e édition. Si cela suit le livre, Jeremiah et Conrad devront toujours gérer plusieurs choses en lien avec la mort de leur mère, Susanna. De son côté, Belly semble avoir enfin pris une décision. C'est avec Jeremiah, son ami de toujours, qu'elle décide d'avancer. Mais comme toujours, Conrad, celui qui l'a fait davantage vibrer, reviendra dans sa vie. Je n'en dis pas plus. En tout cas, n'hésitez pas à lire le livre si vous le souhaitez. Petite info, moi j'ai lu les livres, j'ai vraiment été très déçue du 3e. Autant j'ai adoré les 2 premiers, je trouve que le 3e était vraiment bâclé. J'espère que pour la série, ce sera fait avec plus de douceur, puisque en fait Jenny Han, l'écrivaine de la saga, est aussi scénariste dans la série. Donc j'espère qu'elle pourra apporter quelques modifications. En tout cas, il faut ouvrir les yeux. N'hésitez pas à vous rendre sur TikTok ou sur Instagram. Les acteurs font souvent des petites vidéos, des petites caméos qui donnent parfois des indices sur la suite de la série si vous n'avez pas lu les livres. En tout cas, il faudra être encore patient, mais on espère la suite pour donc cet été 2024. Côté série, c'est aussi Outlander qui s'annonce pour une 8e saison. La production s'apprête à être lancée et Caitriona Balfe et Sam Engen vous emmènent en coulisses avec une vidéo assez triste par rapport à la fin de la série puisque c'est bientôt la fin pour Outlander. Alors que la seconde partie de la saison 7 sera diffusée cet automne sur Swartz, les acteurs de la série fantastique se préparent à tourner la 8e et dernière salve d'épisodes. La chaîne a mis en place une vidéo pour accompagner cette annonce dans laquelle on aperçoit une partie de la distribution se remémorer des souvenirs de tournage. Cela fait 10 ans tout pile que Caitriona Balfe et Sam Engen portent l'adaptation des romans épiques imaginés par Diana Gabaldon qui voit une infirmière du XXe siècle voyager à travers le temps pour se retrouver au XVIIIe siècle en pleine campagne écossaise. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est qu'elle va croiser à cette époque celui qui deviendra son compagnon et qu'ils seront ensemble témoins de grands
grand bouleversement politique. Dans cette vidéo donc publiée par la chaîne, on y retrouve les deux comédiens ainsi que Sophie Skelton qui joue Brianna et Richard Rankin qui joue Roger. Ils ont rejoint la série plus tardivement et revisitent les plateaux de tournage, reçoivent les affiches et autres photos promotionnelles ainsi que les costumes qui les ont accompagnés au fil des années. Un moment empreint d'émotion à l'image de la série. Et malgré un retard pris à cause de la grève des scénaristes et des acteurs l'an dernier, Schwartz diffusera bien la saison 8 de Outlander en 2025. Ces 2 derniers épisodes, qui seront adaptés du tome 9, L'adieu aux abeilles, se dérouleront une dernière fois pendant la Révolution américaine. On sait d'ores et déjà que Sophie Skelton, Richard Rankin, David Berry, Charles Van der Vaart et John Bell seront de retour, tout comme les 2 acteurs principaux, évidemment. À l'inverse, Tobias Menzies ne fera pas de caméo dans la saison finale, alors même que son personnage apparaît dans le livre. La sortie de la saison 8 en 2025 devrait précéder celle du spin-off d'Outlander, qui sera intitulé Blood of My Blood. Ce préquel revient sur l'histoire d'amour des parents de Jimmy Fraser, Helen Mackenzie et Brian Fraser, explorant jusqu'où une personne peut aller par amour à une époque où les mariages ont un rôle stratégique, souvent à des fins politiques ou financières. Outlander, en tout cas, est déjà disponible sur Netflix. Et puis pour la suite, n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux, notamment sur celui de Sam Engen ou encore le compte officiel de Outlander pour voir ces petites vidéos promotionnelles pleines d'émotions. Et vous êtes toujours à l'écoute du Mag à l'Ouest, il est 17h38. On passe maintenant aux sorties au cinéma sur le grand écran. 3 sorties très importantes et très attendues par le public. Actuellement au cinéma depuis aujourd'hui, Le Jeu de la Reine réunit Alicia Vikander et Jude Law dans un thriller au costume effrayant et haletant. Après avoir fait sensation au Festival de Cannes et au Festival de Deauville, Le Jeu de la Reine débarque enfin au cinéma. C'est un film réalisé par Karim Aynouz et écrit par Jessica et Henrietta Ashworth. Le Jeu de la Reine revient sur l'histoire de Catherine Parr, la 6e femme du roi Henri VIII. Cette dernière est consciente du danger qui la guette car ses précédentes conjointes ont été soit répudiées, soit décapitées, une seule étant décédée suite à une maladie. Avec l'aide de ses dames de compagnie, Catherine tente de déjouer les pièges tendus par l'évêque, la cour et le roi lui-même, rongé par un mal terrible qui accentue déjà sa monstruosité humaine. Convaincue de la nécessité d'un monde plus libre et plus moderne, Catherine se révèle être une reine rebelle qui va combattre l'abus de pouvoir des hommes qui l'entourent. C'est un véritable thriller. Le long métrage se la joue également naturaliste et authentique en proposant des séquences horrifiques près des corps, sur des blessures profondes ou des plaies béantes, mais aussi des scènes plus colorées, de danse, de composition musicale vibrante et intensément vécue. Le Jeu de la Reine se distingue aussi par les performances bluffantes de ses 2 acteurs, Alicia Vikander, qui est impériale dans la peau de Catherine Parr, et Jude Law, monstrueux dans le corps du roi Henri VIII. Le film est actuellement au cinéma. Nous sommes fiers de vous. Vous avez été une excellente régente. La reine! J'aurais aimé faire davantage. J'en suis certain. Faites bien attention de toujours garder une certaine retenue. La révolution est en marche! Vos affinités avec les radicaux pourraient menacer la stabilité du royaume. J'ai la conscience tranquille. Un autre film, cette fois-ci français, sort aujourd'hui, réalisé par Teddy Lucie Modeste. Il sort donc aujourd'hui dans nos salles et fait de François Civil un professeur accusé de harcèlement par une élève. Julien, joué donc par François Civil, est professeur au collège. Jeune et volontaire, il essaye de créer du lien avec sa classe en prenant sous son aile quelques élèves, dont la timide Leslie. Ce traitement de faveur est mal perçu par certains camarades qui prêtent au professeur d'autres intentions. Julien est accusé de harcèlement. La rumeur se propage, le professeur et son élève se retrouvent pris chacun dans un engrenage, mais devant un collège qui risque de s'embraser, un seul mot d'ordre, pas de vague. Si le synopsis de Pas de vague paraît crédible, c'est parce que Teddy Lucie Modeste, qui est donc le réalisateur, s'est inspiré de sa propre expérience, survenue il y a quelques années dans le collège où il était professeur, lorsque la conseillère principale d'éducation lui a tendu une lettre écrite par l'une de ses élèves, l'accusant de regard déplacé.
Ce titre, Pas de vague, renvoie aussi à la manière dont les collègues et les supérieurs du personnage principal veulent calmer le jeu, mais aussi au hashtag apparu sur les réseaux sociaux en 2018, après la mise en ligne d'images choquantes d'une élève tenant sa professeure en joue avec une arme factice. Le hashtag Pas de vague est depuis devenu le symbole d'un mouvement de libération de la parole des enseignants, une parole qui s'est heurtée à un tout autre obstacle en ce début 2024, lorsque la bande-annonce est révélée au mois de février. Le cinéma français est mis face à ses responsabilités alors que Judith Godrèche vient de porter plainte contre les réalisateurs Benoît Jacquot et Jacques Doyon pour viol sur mineur. Bien sûr, des accusations qui ont tenté d'être tues avec cette idée à nouveau de pas de vague. Le film Pas de vague est donc sorti aujourd'hui. Vous pouvez le retrouver dans les cinémas de l'agglomération dès aujourd'hui. Et le dernier film qui sort aujourd'hui à l'affiche va ravir les plus grands mais aussi les plus petits. 8 ans après le 3e volet, Kung Fu Panda est de retour au cinéma pour une nouvelle aventure dans laquelle Po va devoir faire face à tous ses anciens ennemis. Le film DreamWorks sort donc aujourd'hui dans nos salles. 8 ans après sa dernière aventure cinématographique et après 3 longs métrages ayant rapporté au total 1,8 milliard au box-office international, le panda Po est de retour pour un 4e film. Apparu pour la première fois à l'écran en 2008, le panda paresseux des studios d'animation DreamWorks a rapidement conquis le cœur de millions de spectateurs. Le film de Mark Osborne et John Stevenson nous présentait Po, un panda passionné, costaud et maladroit, élevé par une oie et un fan de kung-fu. En peu de temps, ce dernier doit devenir le grand guerrier dragon afin de convaincre Tai Lang, un léopard des neiges fourbe. Devant le succès, 2 suites ont rapidement vu le jour et alors qu'on pensait l'histoire de Po terminée, DreamWorks a annoncé la mise en chantier d'un 4e opus, 8 ans après Kung Fu Panda 3, dans lequel Po retrouvait son vrai père et découvrait ses origines. Mis en scène par Mike Mitchell, déjà à l'œuvre sur Shrek 4, Il était une fin, Les Trolls, La Grande Aventure Lego 2 et bien sûr Kung Fu Panda 4 se déroulent après les événements du 3e film. Après avoir combattu les maîtres du mal les plus redoutables, le destin va de nouveau frapper à la porte de Po pour l'inviter à enfin se reposer. Le panda est nommé chef spirituel de la vallée de la paix. Cela pose quelques problèmes évidents. Premièrement, Po maîtrise aussi bien le leadership spirituel que les régimes. Et deuxièmement, il doit rapidement trouver et entraîner un nouveau guerrier dragon afin de pouvoir profiter des avantages de sa prestigieuse promotion. Une aventure riche en surprises dans laquelle Po retrouvera tous les vilains des précédents opus. Côté casting vocal, Jack Black reprend son rôle, ainsi que Dustin Hoffman qui joue le maître Shai-Fu. Awkwafina prête sa voix à Swen, la nouvelle alliée de Po, tandis que Viola Davis double l'antagoniste principal du film qui s'appelle Caméléon. Pour la version française, Manu Payet double de nouveau Po, tandis que Pierre Arditi est maître Shai-Fu. Kung Fu Panda 4 sort dans nos salles obscures aujourd'hui et il est déjà à retrouver dans les cinémas de l'agglomération. Tu dois passer à l'étape suivante de ton voyage. Ah bon ? Je vais plus être le guerrier dragon ? Tu seras promu guide spirituel de la vallée de la paix. Apaisé. Quand je posséderai le kung-fu des plus grands méchants, Personne n'osera douter de mon pouvoir. Pas même l'illustre guerrier dragon. C'est qui ça ? La plus puissante sorcière polymorphe, la caméléone. Et comment je la trouve, cette la caméléone ? Kung Fu Panda repart donc pour une nouvelle aventure, un nouvel opus, 4e film qui sort donc 8 ans après le dernier et déjà donc projeté dans plusieurs salles de l'agglomération. Je vous invite à aller voir un petit peu tout ça sur internet, à aller voir quel cinéma projette ce film et à quelle heure pour les séances. La semaine dernière et jusqu'à hier, c'était le printemps du cinéma, donc la séance dans tous les cinémas à 5 €. J'espère que vous en avez bien profité. Aujourd'hui, c'est de nouveau donc les tarifs habituels dans les cinémas de l'agglomération et n'hésitez pas donc à nous rejoindre tous les mercredis sur Westrack dans le Magal Ouest pour toutes les informations qui concernent les plateformes de streaming mais aussi les nouveautés au niveau du cinéma.
Et j'en profite pour une dernière petite recommandation, cette fois-ci streaming, sur la plateforme Disney+. Alors je ne l'ai pas encore regardée, mais j'avoue que cette série me fait de l'œil depuis un moment. Je l'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça. Elle ne vient pas de sortir, elle existe depuis 2023, elle est toujours en cours. Ça s'appelle The Artful Dodger et je crois que cette série commence à rencontrer un sacré succès. Elle a été créée par David Maher, James McNamara et David Taylor et on y retrouve l'excellent Thomas Brody Sangster, notamment qu'on a pu voir dans plusieurs sagas ou même films comme Love Actually ou encore la série et la saga Le Labyrinthe, David Temis et enfin Maya Mitchell que l'on a pu connaître par exemple dans la série The Foster. Niveau presse, la série est notée de 3,9 sur 5 et côté téléspectateur 4,2 sur 5, ce qui est vraiment pas mal. Et donc on y parle dans cette série de la colonie de Port Victory où Jack Dawlis, alias le renard, a troqué son activité de pickpocket pour celle de chirurgien, mais l'arrivée de Fagin le fait replonger dans le crime. Cependant, la plus grande menace, pour le cœur du renard tout du moins, n'est autre que Lady Bell, la fille du gouverneur, qui est bien décidée à devenir la première chirurgienne de la colonie. Une série qui a l'air donc d'allier à la fois suspense, action, fait historique, mais aussi romance évidemment, et avec plusieurs acteurs bien connus comme deux stars d'Harry Potter et de Game of Thrones aussi qui sont à retrouver donc dans cette série disponible sur Disney+. Il y a pour l'instant une saison. La série s'appelle Le Renard, Prince des voleurs. Son nom donc en anglais c'est The Artful Dodger, mais vous pouvez la retrouver très facilement donc sur Disney+. Une saison, 8 épisodes. J'ai vraiment hâte de la commencer. N'hésitez pas à nous contacter sur Instagram ou sur Facebook par message privé pour nous dire si vous avez aimé cette série, ce que vous en avez pensé, sans spoil bien sûr, mais j'ai vraiment hâte de la découvrir. Et on se quitte sur cette recommandation. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour plus d'informations autour du cinéma et des séries. Demain, rendez-vous pour un autre Magal West à 17h. Je serai directement sur place avec l'association VMEH, qui est une association qui propose des visites pour les personnes et les mineurs à l'hôpital. Donc ils recherchent des bénévoles actuellement. Ils sont situés au Havre et font notamment des permanences à la résidence Les Jonquilles, mais aussi à l'hôpital Flaubert du Havre. On se rendra directement à l'hôpital Flaubert pour rencontrer la présidente de l'association, Nadine Duval. Et puis bien sûr, vendredi, on parlera de nos quartiers du Havre avec à l'hôtel de ville une descente en rappel ce week-end. J'accueillerai donc l'association de Club Alpin qui pourra nous expliquer tout ce qui va se passer ce week-end au Havre au niveau de l'hôtel de ville et de cette descente en rappel. Très belle soirée, on se quitte en musique. J'ai sélectionné un titre de Queen's Pleasure qui s'appelle My Eyes Adore You Too. On l'écoute tout de suite. Très belle soirée. Chapters about the sprite of stolen land, and I'm sure I wasn't meant to, but I did profit from their cries. And I don't have a good word for you if we talk about the lies. The religion's excuses make a great mess of it all, 'cause you got famous at the gates of every European law. You were not a victim then, and you feel fine and let it bleed, but you want you and all the people with statues as your teeth. And I know it now seems funny that what used to be so great, the kingdom of dying people, queen of butchering the mates. But tell me about it all, the VOC and Mr. Crawl, and rip the pages out the books for us to see.
shining as the carrots misconstrued.